Alors, nous avons vu les apports d'un certain nombre de religions aux entreprises, le discours critique qui est porté par la doctrine sociale de l'Église et qui est développé depuis un peu plus d'un siècle, hein, depuis Rerum Novarum de Léon XIII. On a vu également ce que le concept de responsabilité sociale de l'entreprise, qui est structurant aujourd'hui, qui est marquant dans l'organisation des entreprises, devait à la doctrine protestante. On va maintenant se pencher du côté de l'islam et voir comment les questions d'entreprise, de travail, etc. sont traitées dans le champ de l'islam. En se focalisant peut-être sur deux thématiques, celui de la finance islamique, en tout cas des banques islamiques, et puis celui du marketing. Alors vous avez un certain nombre d'activités annexes qui permettent d'approfondir ces questions-là, hein, et je vous y renvoie pour davantage d'approfondissement, donc et de détails. Là, on va un peu survoler les grands principes de la finance islamique et du marketing islamique. Alors avant de regarder ça. Quelques précisions. Alors, il ne s'agit pas de se lancer dans un débat ou un exposé théologique, hein, d'abord parce que j'en ai pas tout à fait les compétences, et ensuite parce que c'est forcément sujet à interprétation et à polémique. Mais quand même quelques éléments qu'il faut avoir en tête et qui permettent de comparer peut-être la manière dont s'est construite la doctrine sociale de l'Église catholique et, euh, et l'approche de ces questions-là par l'islam, des questions d'entreprise par l'islam. Le catholicisme et l'islam sont deux religions, ou deux espaces religieux, on va dire, parce qu'il y a différentes, bien évidemment, mouvances à l'intérieur, notamment de l'islam, mais le catholicisme et donc l'islam ont une vision de la religion qui n'est pas tout à fait la même. La perspective théologique, la perspective religieuse n'est pas tout à fait la même. On a d'un côté une religion de l'immanence, qui est le catholicisme, dans lequel on va renvoyer aux individus, finalement, la possibilité d'atteindre la grâce. Le catholicisme est fondé sur l'idée, à travers la Pentecôte, que c'est aux hommes de se prendre en charge et ils bénéficient du pouvoir de Dieu, le Saint-Esprit dans le catholicisme, qui leur permet de progresser vers la grâce. Donc c'est à chacun, à travers son libre arbitre, de construire une pratique qui soit conforme à la volonté de Dieu. Dans l'islam, la perspective est différente. C'est davantage une religion de la transcendance. C'est-à-dire que Dieu va donner des principes qui s'imposent finalement aux populations, qui s'imposent aux individus, et c'est à eux de rechercher le chemin dans l'application de ces principes. Donc on a d'un côté une religion qui va davantage dans le champ du travail, de l'entreprise, etc., proposer des outils critiques d'analyse qui permettent de repérer les problématiques et ensuite se positionner en fonction des principes religieux. Et puis de l'autre côté, une religion qui va avoir davantage un discours normatif, qui va dire voilà, si vous voulez être croyant dans l'esprit de Dieu, comment il faut vous comporter. Donc ça va donner, dans les champs qui nous intéressent et qu'on étudie ici, celui de la finance et celui du marketing, des approches qui sont davantage normatives, encore une fois, c'est-à-dire qu'il s'agit de donner des règles de fonctionnement, par exemple aux banques islamiques, il s'agit de donner des règles de décision, des règles de fixation des prix, des règles de communication dans le champ du marketing. Alors, dans le champ de la finance, si on en donne quelques détails, d'abord, il faut noter que c'est un champ qui est en pleine expansion depuis une cinquantaine d'années, depuis un demi-siècle environ. Il y avait une banque islamique au monde en 1975. On va en compter aujourd'hui 300, 400, peut-être même un petit peu plus, avec une diffusion, avec une implantation de ces établissements dans plus de 75 pays. Alors en Europe, par exemple, la finance islamique est très présente en Angleterre. Donc voilà, donc une activité en pleine expansion avec de plus en plus d'établissements. Alors qu'est-ce qui va marquer ces établissements? C'est qu'ils vont devoir respecter un certain nombre de principes issus de la loi islamique, issus de la charia. Ils vont par exemple, c'est pas très surprenant, devoir ne pas investir dans des activités qui peuvent être interdites, comme par exemple le commerce, la transformation de porc, la pornographie, l'alcool, l'armement également, sont des domaines qui vont être proscrits par la charia. Banques islamiques ont l'interdiction en quelque sorte de se développer dans ces domaines-là. Et puis ce sont des établissements bancaires qui vont devoir fonctionner en respectant un certain nombre de principes. Ils vont devoir se référer encore une fois aux principes de la charia, donc à des règles immuables qui sont communes à l'ensemble des établissements. Ils vont devoir également superviser l'application de ces règles, c'est-à-dire regarder de près que ces règles de tout en bas jusqu'à tout en haut et inversement sont bien appliquées, sont bien respectées, sont bien des points de repère pour l'action au quotidien des gens qui travaillent dans ces banques. Ils vont devoir également se référer très souvent à ce qu'on appelle une sorte de comité des sages, de comité de la charia, c'est-à-dire un ensemble d'experts qui sont là pour superviser justement
l'application des règles pour veiller au respect des règles. Et puis un quatrième élément qui est peut-être intéressant à noter, c'est que ce comité de la charia va fonctionner également de manière pragmatique. Alors, bien évidemment, la référence sont toujours les règles issues de la charia, mais leur application va dépendre des situations qui vont être rencontrées par la banque, va dépendre des contextes un peu particuliers qu'elle peut rencontrer dans ses différentes opérations. Ce n'est pas tout à fait la même chose d'investir, on s'en doute bien, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord. Et donc, en fonction des différents contextes qui vont être rencontrés, on va pouvoir appliquer ces principes stricto sensu, ou au contraire, les adapter au contexte que l'on peut rencontrer. Voilà. C'est dit très rapidement, hein, bien évidemment, vous avez à approfondir et à travailler avec les autres activités qui vous sont proposées, mais néanmoins, voilà, ce qu'on peut retenir, c'est que cette finance islamique est une finance qui s'inspire de la charia qui va donner des règles de décision, qui va par exemple interdire d'investir dans différents domaines, qui pour l'investissement dans d'autres domaines va donner des règles particulières. Par exemple, l'idée qu'on doit investir dans des actifs tangibles. Hein. C'est très important dans la finance islamique. L'idée également que la rémunération qu'on peut retirer des financements que l'on propose ne doit pas être excessive. L'usure, par exemple, ou ce qui peut être considéré comme l'usure, le riba va être proscrit. Donc on va bien évidemment pouvoir avoir un taux de rémunération. Il ne s'agit pas de dire que le financement est gratuit, mais c'est un financement dont la rémunération n'est pas exponentielle et doit être juste et justifiée par le service qui est rendu. Donc voilà, donc un certain nombre de règles qui s'imposent aux banques, mais qui s'imposent par l'intermédiaire et qui sont appliquées sous la supervision d'un comité d'experts qui surveille tout ça, mais qui va pouvoir fournir des interprétations, et donc c'est normatif, mais avec une dimension pragmatique qui permet de s'adapter aux contextes qui sont rencontrés par les entreprises, donc ici par les banques. Alors le deuxième domaine, après la banque islamique et la finance, c'est celui du marketing et de la commercialisation. Alors dans ce domaine-là, il y a des modes de fonctionnement qui sont assez intéressants à étudier, parce que du point de vue occidental, ils sont assez originaux. Il va y avoir notamment des conseils d'imams qui vont pouvoir prendre des fatwas, c'est-à-dire qui vont pouvoir prendre des édits religieux, littéralement, qui vont dire aux personnes ce qu'elles peuvent ou pas faire. Un directeur des ventes, par exemple, pourrait appeler un imam, il y a même des centres d'appel pour ça, et lui demander, voilà, je prévois telle pratique, par exemple telle campagne de publicité, telle campagne de promotion, est-ce que c'est compatible avec une approche musulmane, en lien avec la charia de mon travail ou pas? Et donc obtenir un avis éclairé sur la question qui va pouvoir suivre. Voilà. Alors, je vais me référer, pour rentrer un peu plus en détail dans ces questions-là, à une étude particulièrement faite par Bernard Prat, qui est un professeur de gestion, et qui a étudié un peu les 4 grands piliers du marketing et comment ils peuvent, en islam, être mobilisés. Alors, le premier pilier du marketing, c'est la communication. Et là, dans le modèle du marketing islamique, si on veut, il y a l'obligation d'avoir une communication qui permette à la personne, au consommateur, de se faire véritablement un avis sur l'opportunité pour lui d'acheter ou pas ce produit. Donc c'est une communication qui doit être avant tout informative, qui doit lui laisser sa possibilité de jugement, sa possibilité d'exercer son esprit critique, sa possibilité de décision. Donc on va bannir toute forme de communication qui pourrait s'apparenter à de la manipulation, et donner la priorité à une information qui soit, encore une fois, éclairante pour le consommateur et qui lui permette de décider si c'est bon ou pas pour lui d'acheter ce produit. Deuxième pilier du marketing, le produit en question. Le produit en question doit être d'abord quelque chose de livrable, c'est-à-dire un produit qui doit exister, qu'on peut effectivement donner au consommateur. Ça doit ensuite être un produit qui est le fruit du travail, qui doit correspondre à un processus de production. Derrière, il doit y avoir du travail. Et autrement, même si ça peut paraître évident et même si ça renvoie tout simplement à un bon sens éthique, on ne peut pas vendre du vent. Il faut qu'il y ait derrière quelque chose de tangible, quelque chose qui corresponde à une activité humaine, qui corresponde à un travail et un produit qui rend le service qu'il est censé rendre. Donc un produit qui a une réalité en tant que telle, mais aussi une réalité dans le service qu'il rend. Donc on ne doit pas tromper le consommateur sur le produit en question. Troisième pilier du marketing, c'est la vente. Et là, il faut posséder déjà ce que l'on vend. Voilà. Il faut que ça se traduise effectivement par une livraison, c'est-à-dire qu'il y ait un produit tangible que l'on livre effectivement à la personne qui a acheté. Donc on le possède, ce qui va bannir par exemple tout ce qui est vente à découvert, tout ce qui est produit spéculatif.
On livre effectivement à la personne ce que l'on achète. Si on fait un recoupement avec ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire la finance, hein, on voit que par exemple, tous les produits dérivés sont hors champ pour le coup. Et il faut avoir une politique de stockage des produits que l'on va vendre qui soit une politique raisonnable. Raisonnable, c'est-à-dire une politique qui ne pèse pas sur le marché et qui ne se traduise pas par un pouvoir de marché excessif qui aboutirait à manipuler en quelque sorte les consommateurs. Et puis enfin le prix, voilà, ça doit être un prix juste, un prix qui soit fonction du travail réalisé pour produire. Donc on va favoriser le processus de production et le coût du processus de production pour être capable de déterminer le prix, au détriment d'une autre approche qui serait une approche commerciale. Après tout, je fabrique quelque chose, mettons que ça me coûte une centaine d'euros. Je pourrais me dire, voilà, je le vends 300 euros, même si ça m'a coûté 100 euros, parce que les consommateurs sont prêts à le payer 300 euros. On va bannir ce type d'approche pour se concentrer sur le prix, sur le coût de fabrication et déterminer le prix de vente à partir du coût de fabrication. De la même manière, le prix doit varier en fonction de la qualité et de la quantité. Je ne peux pas vendre au même prix des choses qui n'ont pas la même qualité, qui ne sont pas en même quantité disponible, etc. Et puis enfin, mes pratiques de stockage ne doivent pas aboutir à manipuler le prix. Par exemple, je ne dois pas chercher à établir un monopole qui va me permettre d'imposer des prix très élevés. Et je ne dois pas essayer de peser à travers le stockage, encore une fois, sur l'offre et la demande pour manipuler les prix. Alors vous avez un certain nombre d'activités là aussi annexes, et d'études de cas qui vous permettent un peu d'approfondir ces questions-là. Donc la manière dont on peut concevoir des politiques marketing et des pratiques marketing tout en respectant ces principes.